Merci à vous de finir de vous installer après cette pause. Donc je vous rappelle les petites consignes techniques mais néanmoins importantes. Donc les téléphones portables doivent être éteints et nos conférences sont filmées par nos soins. C'est interdit de les filmer. Vous les retrouverez très bientôt sur notre site internet, comme chaque année. Donc, nous allons passer à la deuxième conférence sur l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP, mieux vivre avec la maladie. Le docteur Sophie Eke, qui est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, et Pascal Escaffre, patiente experte à l'AFPERIC, vont prendre la parole en duo, patiente, rhumatologue, pour cette conférence, et vous verrez pourquoi ce duo. Cette conférence bénéficie du soutien institutionnel du laboratoire Pfizer, et nous les en remercions. Elle va durer 30 minutes, et puis, comme à l'accoutumée, à l'issue de ces 30 minutes, il y aura 15 minutes de questions-réponses entre vous et nos deux intervenantes. C'est à vous. Bonjour à tous, Sophie Eke, je suis effectivement rhumatologue dans le service de rhumatologie de l'hôpital Cochin, ici à Paris. Et je suis très heureuse de participer à ce salon et je remercie sincèrement l'organisation de m'avoir invitée à parler devant vous aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être avec Madame Escaffre aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Pascal Escaffre, déléguée départementale de l'AFPERIC en Isère et patiente experte. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la mission de vous parler d'éducation thérapeutique. C'est un mot un petit peu qui sonne dur, l'éducation, pourquoi? Et j'espère qu'après cette conférence, nous aurons peut-être l'occasion d'échanger autour de ce sujet et surtout de vous avoir convaincu que peut-être que l'éducation thérapeutique a sa place, en tout cas j'espère, c'est mon rôle et c'est mon objectif, à sa place dans la prise en charge de la polyarthrite. Alors déjà, pourquoi l'éducation thérapeutique? Eh bien, il faut savoir que l'éducation thérapeutique a démontré des vertus dans la prise en charge des patients et que ça fait l'objet vraiment de recommandations de nos sociétés savantes pour la prise en charge des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Et avec ces recommandations qui, je trouve, sont très importantes et mettent l'accent sur différents points, et notamment que l'éducation thérapeutique permet vraiment la prise d'une décision partagée entre le patient et le rhumatologue, cette décision qui va être basée sur la confiance et qui va tendre vers un objectif qui est désiré par le patient et le rhumatologue et qui est le soutien des associations de patients, et c'est d'autant plus parlant aujourd'hui à ce salon AFPERIC. Et donc, sur ces objectifs partagés et sur cette confiance, eh bien, l'éducation du patient est le point de départ et la base de toute prise en charge. Et c'est ce que j'espère vous montrer aujourd'hui. L'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir déjà que c'est inscrit dans la loi de 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire a inscrit l'éducation thérapeutique du patient dans le Code de la santé publique. Elle fait partie intégrante de la prise en charge des patients et du parcours de soins, et elle a vraiment pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. Vraiment, l'éducation thérapeutique vise à vous aider à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec la maladie chronique. L'éducation thérapeutique, c'est un instant très privilégié qui est vraiment un moment dont la posture va être centrée sur le patient. Ça va être vraiment une démarche qui va être intégrée et vraiment qui va tourner autour du patient, et c'est très important pour moi. Et ça va être basé vraiment sur une approche humaniste de la pathologie et avec un accompagnement très bienveillant. En tout cas, c'est ce qu'on espère proposer dans toutes les séances d'éducation thérapeutique en France, particulièrement à Cochin, en tout cas je l'espère, avec vraiment un accompagnement bienveillant, et puis on va en reparler tout au long de cette session, parce que finalement, dans éducation et information, quelle est la différence? Eh bien, souvent, quand on est en consultation, vous savez
mieux que moi que la consultation est un moment finalement très court au cours d'une prise en charge, avec des délais parfois 15 minutes, parfois 20 minutes. Certains peuvent prendre 30 minutes, mais ça reste un délai très court. Et pour aborder l'ensemble des situations qui vous préoccupent et qui préoccupent le médecin, eh ben, c'est parfois un instant qui n'est pas suffisant. Et souvent, c'est vrai que c'est une information qui est transmise par le médecin, qu'on dit descendante, ça veut dire que le médecin va parler au patient de façon dépendante. Ça va être sur un temps très court, donc de façon très temporaire. Et souvent, c'est sur une approche du savoir, entre guillemets, du médecin, qui va transmettre au patient avec une certaine forme, entre guillemets, de passivité, où le patient se retrouve là, avec peu de temps, à recevoir plein d'informations. Et parfois, ça peut être vécu de manière très courte, parfois difficile. Et c'est pour ça que l'éducation thérapeutique a été réalisée, parce que l'approche n'est pas du tout la même. Le but est vraiment qu'il y ait un espace d'échange, même si évidemment en consultation on essaie de le faire aussi, mais là ça va être vraiment construit autour d'un échange avec différents patients, et ça on va pouvoir y revenir. Et le but, ça va être vraiment d'adapter le dialogue qui va s'instaurer au cours de cet atelier en fonction des différents patients qui vont être présents, avec, nous l'espérons, avoir un impact et une certaine forme. On va vous demander, entre guillemets, de travailler au cours de ces ateliers, parce que c'est vous qui allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez vous-même. C'est vraiment le but de ces ateliers thérapeutiques, que vous trouvez, avec un petit peu d'aide, vos réponses à vos questions, et qu'on vous guide un petit peu sur le chemin du mieux vivre avec la maladie. Et donc, l'éducation thérapeutique, avec qui cela est-ce que c'est proposé? Eh bien, il y a toute une équipe pluridisciplinaire, en général, dans les groupes d'ateliers d'éducation thérapeutique, avec, chez nous, notamment, une infirmière, en général, qui peut coordonner ces ateliers et ces programmes d'éducation thérapeutique. Il y a parfois une psychologue, une pharmacienne, un diététicien, une diététicienne, des kinésithérapeutes, des médecins et des patients experts, et c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Pascale Escaffre, qui est patiente experte. Tous les services n'ont pas la chance d'en avoir un, et c'est vraiment quelque chose qui est très utile, et vous verrez ce qu'est le patient expert. Et donc je vais laisser Madame Escaffre se présenter sur le rôle du patient expert. Voilà, donc un patient expert, c'est donc une personne qui est atteinte d'une maladie chronique, qui a développé au cours du temps une connaissance fine de sa maladie et qui dispose ainsi d'une réelle expertise dans le vécu quotidien d'une pathologie et éventuellement d'une limitation physique liée à son état. Sur la prochaine diapo, voilà. Voilà, donc on part d'un nouvel acteur clé du système de santé. Donc en effet, les patients experts sont le fruit de la volonté exprimée par la loi Kouchner de 2002 et la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, cette volonté d'intégrer davantage les usagers dans le système de santé. Donc le patient expert va rejoindre une équipe en éducation thérapeutique du patient, et les objectifs, c'est de contribuer à l'amélioration des soins. Donc, en effet, le patient expert va apporter une perspective unique qui est basée sur son expérience de la maladie, ce qui peut permettre d'enrichir les pratiques soignantes et également favoriser une approche centrée sur le patient. Deuxièmement, donc ce patient expert va contribuer à renforcer l'éducation thérapeutique. En effet, en partageant notre expérience, nos vécus, nos difficultés, eh bien, on va aider les autres patients à mieux connaître leur pathologie et à apprendre à la gérer. Et en fait, promouvoir l'autonomie des patients, ben effectivement, on va encourager les autres patients à devenir acteurs de leur prise en charge de la pathologie en fournissant des outils et des compétences pour mieux vivre avec la pathologie. Voilà, donc ensuite il y avait quelques petites questions. Oui, en effet, on a la chance d'avoir une patiente experte avec nous, donc nous allons en profiter, nous allons un petit peu lui poser certaines questions, parce que déjà, peut-être que parmi vous, vous êtes intéressés, et on serait très ravis d'accueillir des patients experts à l'hôpital. Donc qui peut devenir patient expert ? Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on est patient qu'on peut forcément devenir patient expert. Déjà, il faut avoir pris du recul par rapport à sa pathologie.
il faut vouloir partager son expérience, son vécu, ses difficultés avec d'autres personnes pour les aider eux-mêmes. Il faut savoir écouter, il faut être aussi à l'aise dans la communication et il faut être dans cette démarche de vouloir approfondir ses connaissances. On cultive cette compétence de patient expert pour la mettre à disposition des professionnels de santé, mais également des patients. Et puis, il faut suivre une formation de 40 heures, dont on reparlera plus tard, pour monter en compétences, donc à la fois des compétences sur ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient, des compétences relationnelles sur l'écoute active, comment on pratique le bilan d'éducation partagée, donc vous allez nous en parler dans quelques minutes, et des compétences pédagogiques, comment concevoir et animer, par exemple, un atelier d'éducation thérapeutique. Et donc, vous avez vu que n'importe qui ne peut pas devenir patient expert, mais on vous encourage, et donc ce sera peut-être sujet de discussion à la fin de cette intervention. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir patiente experte ? Alors déjà, moi j'ai fait le module d'éducation thérapeutique destiné aux patients, je l'ai fait très tard. Moi ça fait 45 ans que je vis avec une polyarthrite et j'ai fait le module il y a 3 ans. Comme quoi tout est possible. Et en fait, mais vraiment, quand j'ai fait cet atelier, donc ça durait 3 jours, moi je viens de l'Isère, et j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'aucun rhumatologue ne m'ait parlé de cette éducation thérapeutique ? C'est grâce à l'AFPRIC d'ailleurs que j'ai appris que ça existait. Et voilà, la première raison, c'est que j'ai été convaincue du bienfait pour les patients. C'est vraiment une démarche très intéressante. Et lors de cette éducation thérapeutique donc, que j'ai suivie, il y avait une patiente experte qui animait un module sur la fatigue. Et je me suis vraiment identifiée à cette personne. Et je me suis dit, mais avec mes 40 ans et plus de polyarthrite, je peux aussi aider les autres personnes, je peux apporter quelque chose. Voilà, donc ça, c'était la deuxième raison. Et ensuite, je suis déléguée en Isère de l'AFPRIC, donc j'anime des ateliers, je rencontre des personnes, j'assure des permanences téléphoniques et en présentiel. Et cette formation que j'ai eue en tant que patient expert, ça m'a en fait donné un peu plus confiance en moi aussi pour aider les autres personnes. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, vous aussi, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que patient expert, ces ateliers ? Alors, déjà, quand on anime un atelier d'éducation thérapeutique, donc on est dans cette démarche où on veut aider les autres personnes atteintes de ces pathologies. Donc, on va partager son expérience, ses difficultés, mais ce n'est pas à sens unique. En fait, les personnes qui sont là vont aussi échanger entre elles, échanger avec nous. Et en fait, on s'enrichit les uns et les autres de l'expérience des uns et des autres. Donc, c'est cette démarche un peu de culture de la compétence de patient expert que moi, je m'enrichis au fur et à mesure de mes ateliers. Voilà, et ça m'apporte beaucoup. Et en plus, c'est très gratifiant parce que quand on démarre un atelier, les personnes sont un petit peu réservées, pas forcément souriantes. Au départ, la conversation peut être un petit peu difficile à démarrer. Et puis, il y a la magie de l'atelier qui opère. Les gens commencent à échanger entre eux. Et ça c'est formidable. Quand les gens échangent entre eux leur expérience, c'est vraiment formidable. Voilà, donc là, on se dit, c'est bien, on a apporté quelque chose, c'est très gratifiant. Voilà. Oui, je suis d'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est tout à fait vrai, on va pouvoir y revenir, mais c'est vrai qu'au cours de ces ateliers qui, en général, quand c'est en présentiel, se font en petits groupes de patients, il y a vraiment une émulation qui prend, et tout d'un coup, on se retrouve avec un groupe comme si c'était des gens qui se connaissaient et qui partagent un peu leur vécu, leurs astuces, et il y a vraiment plein de bienveillance qui dégage de ces ateliers de petits groupes. Donc c'est tout à fait ce qu'on ressent aussi en tant que médecin, et c'est effectivement très, très émouvant et très beau à voir. Et donc, quand est-ce qu'on peut le proposer, l'éducation thérapeutique ? Parce que vous l'avez dit, vous, on vous l'a proposé finalement, on ne vous l'a même pas proposé, c'est vous qui avez fait la démarche de rechercher l'éducation thérapeutique. Eh bien, sachez que, en tout cas, l'éducation thérapeutique, c'est ce qui est nous donné dans nos recommandations, ça peut être proposé à tout moment de la maladie, c'est-à-dire au diagnostic, mais également au cours du suivi. Et finalement, que la maladie aille bien,
ou que la maladie aille moins bien. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais insister, c'est que vraiment on accueille absolument tout le monde, quels que soient ses objectifs, ses besoins, puisque après c'est tourné autour des objectifs de chaque patient. Ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que dans certains centres, eh bien, il y a la possibilité d'accueillir les aidants des patients, parce qu'effectivement il y a le patient lui-même, sa pathologie et sa vie, mais souvent sa vie parfois elle est partagée avec quelqu'un, un aidant, et c'est vrai que de pouvoir partager son vécu, d'entendre d'autres personnes, que les aidants entendent d'autres patients ressentir parfois la même chose, eh bien ça aide aussi énormément l'aidant, et parfois les aidants entre eux peuvent s'aider. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à partager. Et alors, comment fonctionne l'éducation thérapeutique ? Eh bien, c'est finalement très structuré. Ce n'est pas simplement des patients qu'on va réunir autour d'une table et discuter. Il va y avoir vraiment toute une construction qui va être faite pour pouvoir mener ces ateliers à bien. Et la première étape, et ce qui est vraiment extrêmement important, c'est que chaque patient qui participe à un atelier d'éducation thérapeutique eh bien, bénéficie de ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé, ou BEP, qui va être établi par une personne de l'équipe d'éducation thérapeutique, que ce soit le médecin ou l'infirmière. Chez nous, à Cochin, c'est notre infirmière Marie-Laure Tourneur qui réalise ces bilans éducatifs partagés. Et c'est un moment privilégié avec le patient, en général un entretien individuel qui peut durer jusqu'à 1 heure, parfois plus, parfois moins, et où ce bilan éducatif partagé, eh bien, il va évaluer 5 dimensions du patient et on va tourner en fait autour de ces différentes questions. C'est pas juste effectivement racontez-moi votre maladie, ça va être vraiment qu'est-ce que vous avez, qui est-ce que vous êtes, que savez-vous, que faites-vous, quel est votre projet. Donc il y a vraiment plein de dimensions et vous voyez ces dimensions biomédicales, socio-professionnelles, cognitives, pas pour évaluer les compétences de chacun, mais pour savoir déjà ce qu'il connaît de la maladie. Parce que tous les patients qui arrivent chez nous en éducation thérapeutique ne connaissent pas la même chose de la maladie et c'est tout à fait normal. Et il y a aussi la dimension psychologique qui est extrêmement importante et également la dimension projective. Quels sont vos projets, vos objectifs personnels ? Parce que notre but dans nos ateliers d'éducation thérapeutique, c'est de vous aider à pouvoir aboutir à vos objectifs personnels. Et donc, après ce bilan éducatif partagé, on a établi vos objectifs, et bien on définit les objectifs et donc notamment les compétences qu'on va vous aider à acquérir. Et il y a différents types de compétences. Là, après, ça devient un peu plus technique. Les compétences d'auto-soin, les compétences d'adaptation. Et tout cela encore, vous faire acquérir ces compétences, ce pour que vous puissiez vous atteindre votre objectif personnel. Une fois que tout cela est défini, que le bilan éducatif partagé est réalisé, que les compétences à acquérir ont été établies avec l'équipe soignante et pour pouvoir vous aider à établir vos objectifs, eh bien, il y a la séance éducative qui se déroule. Et donc là, la séance en tant que telle d'éducation thérapeutique, et c'est ce qu'on peut appeler les journées d'éducation thérapeutique. Donc ces séances éducatives, elles sont sous la forme de programmes, et au sein de ce programme, il y a différents ateliers. Donc de plus en plus d'équipes proposent des programmes d'éducation thérapeutique. Il y a des équipes qui proposent des programmes d'éducation thérapeutique rhumatisme inflammatoire chronique au sens large, d'autres qui vont faire un focus sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça va dépendre vraiment des différents centres qui proposent ces éducations thérapeutiques. Et encore une fois, ça va tourner autour des patients qui sont inclus dans ces ateliers d'éducation thérapeutique où les bilans éducatifs partagés qui ont été réalisés par l'infirmière sont partagés à l'ensemble de l'équipe. Comme ça, l'ensemble de l'équipe est au courant de ce que le patient connaît, quelles sont peut-être ses limitations, ce qu'il ressent et quels sont ses objectifs. Comme ça, tout le monde est informé et on peut partir vraiment sur des bases qui nous permettent d'avancer au cours de ces ateliers. Et donc, au cours de ces programmes, chaque atelier est animé par différents animateurs qu'on appelle animateurs parce qu'on a eu cette formation d'éducation thérapeutique à laquelle je reviendrai. Et donc, en général, il y a un binôme d'animation, soit par exemple l'infirmière et le médecin, l'infirmière, la pharmacienne. Et quand on a la chance d'avoir un patient expert, eh bien, ça peut également intervenir dans les ateliers. Et comme vous le disiez, Madame Escafre, pour justement partager aussi sa vision des choses, vous apporter, parfois avoir du recul sur la maladie et que vous puissiez également échanger avec le patient expert. Et donc l'éducation thérapeutique, vous voyez que finalement ça ne s'improvise pas.
parce que ça nécessite quand même certaines compétences, comme le soulignait très bien Madame Escarf, des compétences méthodologiques, organisationnelles, mais également d'animation. Il y a des gens qui ne vont pas forcément être à l'aise à partager avec un groupe de personnes, et donc ça demande certaines compétences. Également des compétences relationnelles, c'est mieux effectivement quand les personnes qui participent à des ateliers d'éducation thérapeutique font preuve tout de même d'empathie et de bienveillance. Je pense que c'est très important, mais également des compétences biomédicales et de soins, car le but c'est de vous aider à acquérir ces compétences sur une base d'informations solides et qu'on puisse vraiment parler de la même chose. Et une fois que ces séances éducatives ont été réalisées, en général, on propose ce qu'on appelle une évaluation individuelle pour qu'on ait un retour et qu'on sache si finalement cet atelier vous a apporté les bénéfices qu'on espérait et si vous avez pu obtenir les objectifs que vous souhaitiez, si ça vous a apporté quelque chose, et aussi nous, dans le but de se remettre en question et de savoir si nos ateliers, nos programmes fonctionnent. Et voilà, c'est très important qu'on ait des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour continuer à s'améliorer et à proposer des séances d'ateliers pertinentes pour les patients. Et donc, pour revenir un petit peu sur ces ateliers, on peut voir comment peut intervenir le patient expert dans ces ateliers d'éducation thérapeutique. Alors, le patient expert, il intervient en co-animation, soit avec un professionnel de santé, soit avec un autre patient expert. Je dirais que ça dépend peut-être de l'atelier lui-même et de la formation professionnelle du patient expert lui-même. Donc ensuite, le patient expert peut intervenir sur des ateliers qui concernent sa propre pathologie, mais il peut intervenir également sur des ateliers transversaux qui vont concerner plusieurs pathologies. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on parle de maladies chroniques, on parle de diabète, on parle de maladies cardiovasculaires, de maladies neurologiques. Donc il y a des ateliers qui peuvent être communs à toutes ces pathologies, comme peut-être la fatigue, l'alimentation, l'activité physique, les droits en santé, etc. Et enfin, il y a certains établissements qui proposent des ateliers en présentiel ou en visio. On arrive à voir ça aujourd'hui, ce qui donne un petit peu de souplesse aux ateliers. Alors moi, personnellement, donc, comme vous l'avez compris, je suis en Isère. Donc j'ai rejoint l'équipe d'éducation thérapeutique du CHU de Grenoble en rhumatologie. Et donc j'assure un atelier sur la fatigue avec une autre patiente experte. Merci beaucoup. Et alors, quelles thématiques sur lesquelles vous travaillez ? Alors, donc moi, je travaille essentiellement sur la fatigue. Voilà. Mais je suis en discussion pour intégrer des ateliers sur l'alimentation et l'activité physique, qui est mon grand dada. Voilà. Super. Et qu'est-ce que la patiente experte va apporter aux professionnels de santé, à votre sens? Et puis je pourrais aussi peut-être donner mon avis. Alors c'est un peu difficile comme question, mais je pense qu'on complète l'action des professionnels de santé, parce qu'on va apporter une dimension pratique à l'éducation thérapeutique basée sur notre vécu de la pathologie. Donc je pense que peut-être on peut aider les professionnels de santé à mieux comprendre les attentes et les besoins des patients et peut-être favoriser un peu la communication patient-soignant. Et puis ensuite, le fait d'avoir un patient expert dans un atelier, en fait, ce patient expert, il représente une personne qui a su gérer sa pathologie. Donc ça va vraiment, je pense, être une source de motivation et d'inspiration pour les autres patients, pour les aider à se prendre en charge et finalement arriver à l'objectif final de l'ETP, qui est de prendre en charge, de gérer sa pathologie. Oui, je suis 100% d'accord. Effectivement, pour nous, c'est un vrai atout d'avoir une patiente experte en atelier. On a aussi la chance d'en avoir à Cochin. Ça apporte, comme vous dites, vraiment un soutien pour ce que l'on va dire, ce que l'on va discuter, parce que vous l'avez vécu. Et souvent, comme vous dites, vous êtes une sorte d'exemple et ça apporte un soutien pour les patients qui sont là, qui parfois, quand ils arrivent en atelier, ont des difficultés, traversent un moment difficile de leur maladie. Et de voir un patient qui est là pour les soutenir, qui parfois va bien, ça les rassure. C'est vraiment un soutien très important au cours de ces ateliers. Et également, comme vous dites, une aide à la communication. Parce que parfois, médecins, patients, on a parfois
parfois du mal à se comprendre et c'est OK. Et il faut savoir le dire et c'est tout à fait normal. Et justement, ces ateliers d'échange permettent justement je trouve, de prendre ce temps de communication et de compréhension, et vous êtes vraiment une aide là-dessus. Et effectivement, vous apportez aussi une image concrète de ce que peut être la vie avec la maladie, et c'est très important pour nous au cours de nos ateliers, parce que même si on essaye au mieux et on connaît la pathologie effectivement, eh bien on ne l'a pas, on ne la vit pas, et donc c'est important de pouvoir aussi avoir le soutien de patients experts au cours de nos ateliers. Ah oui, d'accord. Et donc, et alors, est-ce que vous trouvez que finalement l'échange se fait peut-être mieux lorsque vous êtes présente au cours de ces ateliers ? Alors c'est ce que disent les professionnels de santé, parce que moi, en animant avec une autre patiente experte un atelier sur la fatigue, je ne le vois pas, mais je vois en fait, comme je disais tout à l'heure, la magie de l'atelier qui s'opère et les gens qui échangent et qui partagent entre eux. Donc ça veut dire que ça marche bien. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez, hein, je suis légitime pour parler de la fatigue parce que je la vis au quotidien et voilà. Et donc, le fait d'avoir un patient expert dans les ateliers, ça permet peut-être de favoriser un climat de confiance et d'ouverture à la discussion. Tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Et alors, quels sont les retours des patients après les séances, rapidement ? Alors, ça se finit souvent dans les couloirs après la séance, ils veulent en savoir toujours plus. Mais juste une chose, c'est que, et ça ne vient pas que de l'atelier que j'anime moi, et c'est l'éducation thérapeutique en général, les patients disent qu'ils reprennent confiance en leur capacité à gérer la maladie. Et ça, c'est formidable. C'est notre objectif, c'est ça, vous aider à gérer la maladie, et donc c'est exactement ce qu'on espère. Alors rapidement, et puis après on va passer aux questions, juste pour vous proposer peut-être une image de ce qui peut être proposé comme type d'atelier. En tout cas à Cochin, comme le disait Madame Escaf, nous aussi on propose des ateliers soit en présentiel, soit en visio, ce qui peut permettre effectivement d'apporter plus de souplesse, avec des ateliers dédiés aux pathologies chroniques et d'autres effectivement plus communes comme justement l'alimentation, la fatigue, l'activité physique. On développe aussi des ateliers d'image de soi qui sont intéressantes, également de l'art-thérapie. Sachez qu'il y a plein de choses qui sont possibles et que, pareil, s'il y a des demandes, des idées, c'est pour vous, et donc n'hésitez pas à nous communiquer des choses parce qu'on en tient compte et c'est des choses après qu'on peut mettre en place. Et en conclusion rapidement, et après on vous laisse la main, c'est que finalement vous voyez que l'éducation thérapeutique, ça ne se fait pas en s'improvisant, ça demande effectivement une certaine structuration, avec une nécessité de formation pour tous les participants animateurs au cours de ces ateliers d'éducation thérapeutique, et que en plus quand on a la chance d'avoir des patients experts, eh bien c'est vraiment une ressource inestimable, mais que ça nécessite justement des ressources importantes en termes humains, mais également en termes entre guillemets locales, avec des structures, des soignants, des salles. Il faut le temps d'appeler les patients, de leur proposer de faire le bilan éducatif partagé, ça redemande du temps. Et donc il faut bien voir que c'est beaucoup de ressources et que parfois on en manque à l'hôpital. Et que donc c'est une équipe, du temps, des formations, et que tout ça, il y a en plus une soumission à l'agence régionale de santé. Tout cela est validé par l'ARS et que ça nécessite justement une meilleure peut-être communication auprès des soignants et des patients. Et donc voilà, si ces ateliers d'éducation thérapeutique peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à demander à votre rhumatologue s'ils en proposent dans leur structure hospitalière. Sachez sinon qu'à Paris, nous on accueille à Cochin des patients qui ne sont pas forcément suivis à Cochin mais qui veulent participer à des ateliers. Et donc ça peut, pour ceux qui sont localement présents. Et en tout cas, je pense que vraiment dans la plupart des centres hospitaliers, ils en proposent. N'hésitez pas vraiment à solliciter comme ce que Madame Escaf a fait, parce que vraiment, je pense que c'est une ressource inestimable pour les patients, mais sachez que c'est aussi une ressource inestimable pour les médecins, parce qu'on n'est pas le même médecin avant et après avoir animé des ateliers d'éducation thérapeutique. Et je voulais vous remercier, puis on va passer aux questions. Merci Dr Eke, merci Pascal pour ce beau duo. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous dire que vous êtes tous un peu comme Monsieur Jourdain. Vous avez des savoirs que vous ignorez. C'est les savoirs de votre vécu avec la maladie.
On appelle ça les savoirs expérientiels, hein, c'est les savoirs de votre expérience de la vie avec la maladie. Et ces savoirs-là, c'est les savoirs que les patients experts apprennent à mobiliser et qui sont extrêmement précieux dans les programmes d'éducation thérapeutique parce que les soignants, ils ont leur savoir expert et sauf qu'il leur en manque un, c'est qu'eux, ils n'ont pas vécu ce que nous vivons en tant que malades. Et afin que les programmes soient vraiment une partie de nos traitements, eh bien, il faut qu'ils soient faits pour nous. Et quel meilleur moyen d'avoir des programmes faits pour nous, eh bien, c'est d'y participer. Voilà, donc je trouve que le docteur Eke et Pascal ont très très bien expliqué ça. Et donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, je vois une question. Bravo à vous. Bonjour. Juste une petite question. Si on veut participer à un atelier d'éducation thérapeutique, est-ce qu'il faut passer par notre rhumatologue, par un médecin, ou est-ce que de nous-mêmes, on peut s'inscrire pour bénéficier de ces ateliers ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend aussi des propositions locales. Donc, soit effectivement, vous pouvez en parler en consultation avec votre rhumatologue et il saura vous renseigner sur la possibilité de séances d'éducation thérapeutique locale. S'il n'est pas du tout au courant, qu'il ne peut pas vous renseigner, je pense que de passer par l'association, c'est quelque chose qui est possible. Et sinon, de se renseigner auprès des structures hospitalières qui vous entourent. En général, vraiment dans tous les centres hospitaliers, en tout cas universitaires, et je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux périphériques qui en proposent des ateliers d'éducation thérapeutique. Mais je pense que l'association peut aussi se faire relais en cas de besoin. Tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de prescription pour faire de l'éducation thérapeutique. Hein. C'est ouvert à tous les patients et c'est gratuit parce que, justement, c'est financé par les agences régionales de santé. Donc, bien sûr, votre médecin, votre rhumatologue peuvent vous aider à trouver un programme près de chez vous. Mais l'association aussi. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de prescription médicale pour cela. Une autre question ? Et je rajouterai dans l'attente d'une autre question, c'est que parfois aussi sur les sites internet des hôpitaux, il y a effectivement l'offre qui est proposée d'éducation thérapeutique ou non, qui peut être aussi une aide lorsque vous cherchez des informations. Il y a aussi auprès des agences régionales de santé, hein, on peut retrouver les programmes puisque par définition, ils sont déclarés auprès des agences régionales de santé. Donc voilà, vous pouvez aussi vous rapprocher de l'agence régionale de santé de votre région qui pourra vous dire ce qu'il y a près de chez vous. Il y a aussi des programmes, on parlait de ceux qui sont orientés largement sur les rhumatismes inflammatoires chroniques ou plus précisément sur, mettons, la polyarthrite rhumatoïde. Mais il y en a qui vont être orientés sur la douleur, par exemple. Voilà, donc il y a aussi des offres qui peuvent être plus transversales, mais qui peuvent aussi vous concerner et dans lesquelles vous pourrez aussi vous retrouver. Une autre question. Bonjour, alors moi j'aurais juste besoin d'une petite précision. Donc effectivement, est-ce qu'il y a un grand délai d'attente pour accéder à ces fameux ETP ? Parce qu'effectivement, moi je trouve que c'est vraiment nécessaire parce quand on a la polyarthrite, on souffre des fois beaucoup d'isolement, on a l'impression qu'on est seul, qu'on n'est pas compris par rapport à cette maladie. Donc après, vous avez parlé des structures qui proposent ce type de structure, mais comme la patiente experte avait dit tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de rhumatologues qui ne savent pas que ça existe. Donc c'est vrai que pour trouver ces structures, ça n'est pas évident, mais est-ce qu'il y a un grand délai d'attente pour accéder à ces groupes d'éducation thérapeutique ? Oui, c'est une très bonne question. Ça dépend encore une fois des ressources locales. Donc c'est très variable en fait selon les régions et selon les hôpitaux. Nous en fait on fait aussi beaucoup à la demande. Plus il y a de demandes, plus on va organiser des ateliers d'éducation thérapeutique. Parce que malheureusement si on n'a qu'un patient en un mois, on ne va pas pouvoir proposer
proposer des ateliers pour un patient parce qu'on fait en général des séances collectives. Donc c'est vrai que plus il y a de demandes, plus il y a d'ateliers. Et en général, nous, à Cochin, pour la polyarthrite rhumatoïde, et encore une fois, comme on le disait, il peut y avoir aussi des ateliers transversaux qui, eux, sont plus réguliers. Mais par exemple, des ateliers maladie, on va en faire peut-être tous les 4 mois pour la maladie. Donc c'est, j'espère, des délais qui semblent... en tout cas qui nous semblent assez raisonnables. Mais après, pour les ateliers douleur, des ateliers fatigue, il y en a peut-être plus régulièrement parce qu'effectivement, c'est plus transversal. Une autre question ici? C'est une question à l'attention de Madame Escafre. Vous avez parlé de l'atelier fatigue que vous suivez particulièrement. Est-ce que vous pouvez décrire le déroulé d'un atelier fatigue, les thèmes, ou comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur la fatigue, par exemple? Alors sur la fatigue, pour l'atelier lui-même, donc déjà il y a 5 à 6 participants à cet atelier. Donc on va commencer par parler des activités qui nous font du bien. Parce que quand on est malade, on a aussi besoin de faire des activités qui nous permettent d'oublier la pathologie. Et après, on va rentrer, on va dire, dans le vif du sujet en essayant de décrire la fatigue. Cette fatigue, comment on la caractérise, quel mot ou quel adjectif on met dessus. Et moi, ça me sert en fait comme point pour démarrer un petit peu de pédagogie sur la fatigue. Et donc après, je vais faire participer toutes les personnes. Alors déjà, tout le monde a participé là, en décrivant cette fatigue. Et moi, donc, je vais expliquer, par exemple, que la fatigue, c'est lié aussi à l'inflammation. Si on n'a pas un traitement qui a stabilisé notre pathologie, eh bien, on est fatigué, parce que la fatigue est aussi liée à l'inflammation. Voilà. Et après, donc, on va parler on va échanger entre nous les petites astuces. Les stratégies, c'est un bien grand mot, j'aime pas ça, mais les stratégies qui nous permettent justement au quotidien de mieux vivre avec notre pathologie. Donc on fait le tour de toutes les activités, mais ça dépend d'un atelier à l'autre, puisque c'est les personnes qui sont là qui vont parler soit de leurs problèmes de ménage, soit de leur vie professionnelle, soit de la vie sociale. Et donc, on va interagir sur ces thématiques-là et le groupe va échanger sur les astuces des uns et des autres. Et bien sûr, nous, les patients experts, on contribue. Voilà, enfin, pour faire simple. Et après, on résume les... Une autre question ? Bonjour, tout d'abord merci pour la présentation. Je voulais savoir s'il est possible ou s'il existe déjà des cours d'éducation thérapeutique comme ça par visioconférence. Parce que moi je viens de quitter quand j'ai appris que j'avais ma PR, j'ai quitté un désert médical parce que j'avais pas de médecin traitant tout simplement, donc j'allais dans une autre région pour avoir un rhumatologue et je trouve que c'est super parce que je vois qu'il existe beaucoup de choses mais malheureusement tout le monde n'y a pas accès et du coup c'est une question de savoir si c'est possible d'animer est-ce que vous animez des ateliers autres qu'en présentiel ou est-ce que des gens d'autres régions peuvent venir à ces ateliers? Oui, alors j'ai juste un doute si c'est pour se former à l'éducation thérapeutique ou si c'est pour participer aux séances. C'est pour participer aux séances ? Oui. Pour participer aux séances, effectivement, les séances visio vous pouvez tout à fait y participer. Ça se développe de plus en plus, les séances d'éducation thérapeutique en visio. On en propose justement, nous, ici à Cochin, donc ça, il n'y aurait aucun problème. Et effectivement, comme on le disait, on sait que malheureusement, tous les patients n'ont pas accès aux séances d'éducation thérapeutique partout en France et même au sein même de l'Île-de-France. Et donc, nous, on peut accueillir effectivement certains patients en éducation thérapeutique
thérapeutique chez nous, même en présentiel, c'est toujours bien d'avoir le courrier d'un médecin pour qu'on sache un petit peu ce qu'il en est, mais il vous suffit de montrer le courrier de votre rhumatologue et je pense que ça peut très bien se passer. Et dans tous les cas, il y a le bilan éducatif partagé qui est réalisé et on voit s'il y a tout à fait possibilité de participer à la séance. Les ateliers en visio, ils répondent à la problématique de la distance, ce que vous soulevez, mais aussi à d'autres problématiques qui sont vraiment spécifiques au rhumatisme inflammatoire chronique. La fatigue dont tu parles, Pascal, parce que parfois, cette fatigue est telle que rien que le fait d'aller jusque là où le programme a lieu, c'est une source de fatigue. Donc là, ça serait contre-productif. Donc c'est vrai que les ateliers en visio permettent à des personnes qui ont vraiment une fatigue très invalidante d'assister quand même à des ateliers. Et puis, quand on est en poussée, etc. quoi. Donc, c'est vrai que l'éducation thérapeutique en visio répond vraiment à ces problématiques, mais que les ateliers en présentiel, finalement, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs échanges. C'est là où on sent vraiment la magie opérer. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On a encore le temps pour une autre question. Oui, derrière le pilier. Merci Marie-Noëlle. Merci. Excusez-moi, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais je voulais savoir, ces adresses, on va les avoir sur le site de... Non. Parce qu'il y a trop de programmes en France. C'est plutôt une chance, mais il y a plein de programmes partout en France. Donc, nous, à la FPRIC, on ne peut pas lister l'ensemble des programmes. Mais par contre, comme nous avons des représentants de l'association partout en France, on pourra toujours trouver quelqu'un qui pourra vous orienter dans votre région. Bon, écoutez, merci beaucoup, Docteur Eke, merci Pascal. Merci beaucoup, merci.